Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34, bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir, alors parlons vrai ce matin avec Frédéric Valletoux, ministre de la Santé et de la Prévention. Frédéric Valletoux, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Nous revenons sur les annonces de Gabriel Attal. Taxe de 5 € pour un rendez-vous médical non honoré et non annulé dans les temps. 5 €, oui, mais Doctolib ne veut pas jouer le jeu. Alors, que faites-vous ? C'est un problème de calage technique, on va dire, parce que c'est Doctolib qui l'avait lui-même proposé il y a quelques mois. Donc et je comprends qu'il y ait des sujets effectivement d'organisation technique de cette affaire. Je voudrais simplement dire qu'est-ce que c'est. C'est l'idée que les plateformes ont facilité l'accès à des rendez-vous parce que finalement ils ont joué un rôle d'intermédiaire qui est nouveau et c'est très bien, qui n'existait pas auparavant. La contrepartie, c'est que parfois on prend plusieurs rendez-vous et puis on choisit celui qui vous est le plus favorable et on oublie d'annuler les rendez-vous qu'on a pris. Et effectivement, les médecins, et c'était beaucoup remonté par les organisations de médecins eux-mêmes, professionnels, qui disaient il faut lutter contre un phénomène qui parfois nous prend 2-3 rendez-vous par jour, ce qui est énorme quand on le rapporte au nombre de médecins. Et donc c'est des millions de rendez-vous qui sont non honorés. Et donc l'idée, c'est de se discipliner, de se responsabiliser et de donner la possibilité aux médecins, parce que c'est vraiment le médecin qui déclenchera ça. Doctolib va jouer le jeu. Alors, Doctolib, d'abord, c'est pas tout, c'est pas le seul intervenant, oui. Mais aujourd'hui, toutes les plateformes vont jouer le jeu, et on va mettre ça en place avec eux. Néanmoins, on couvrira que la moitié des rendez-vous, puisqu'aujourd'hui, les Français prennent la moitié des rendez-vous médicaux pris sont par des plateformes, l'autre moitié, c'est par des secrétariats ou directement chez son médecin. Et donc, on va donner la possibilité aux médecins qui le souhaitent de pouvoir, effectivement, pénaliser celui qui ne sera pas respectueux. C'est le médecin qui déclenchera. Et qui d'abord fera le choix ou pas de demander l'empreinte bancaire au patient qui prend rendez-vous, et qui ensuite aura le choix de déclencher ou pas cette pénalité, qui n'est pas une taxe, mais qui est une pénalité, comme on le fait ailleurs au restaurant ou dans des hôtels, où on donne son empreinte bancaire. Là, c'est pour sensibiliser les gens au respect de rendez-vous, à un moment où c'est compliqué d'aller chez le médecin, parce qu'il y a des tensions sur l'accès aux soins, on le sait tous, et que donc on doit être respectueux des rendez-vous qu'on prend. À partir du 1er janvier 2025, ce sera en place ? À partir du 1er janvier 2025. Ça va passer par une loi ? Ça va passer par une loi, bien sûr. Une loi qui sera présentée quand ? Qui sera présentée à l'automne, à l'été, à l'automne. Ça va rajouter des tâches administratives aux médecins. Bon, c'est pas une tâche administrative énorme, puisqu'à partir du moment où il y a l'empreinte bancaire, on pourra, techniquement, c'est faisable. Alors, médecin généraliste... Et je le redis, c'était souhaité par les médecins. C'était souhaité par les médecins. Médecin généraliste, médecin spécialiste, autre profession médicale ? Non, médecin, on va commencer par les médecins. Je pense que c'est là qu'on a les tensions les plus fortes. Uniquement. Médecins généralistes et spécialistes, l'ensemble des médecins. Spécialistes, bien. Autre chose, accès direct aux kinés et à des spécialistes. Ça va être possible ou pas ? Alors, ça va être possible, on va l'expérimenter. Quand ? L'objectif du Premier ministre, mais c'est aussi dans le droit fil de ce que le Président de la République avait annoncé début 2023, c'est de faciliter l'accès aux soins pour les Français. Et donc de trouver la possibilité de faire monter en reconnaissance d'autres professionnels de santé aux côtés des médecins, et finalement, là où c'est possible, de faciliter, de transférer des actes à d'autres professionnels. C'est par exemple ce qu'on a décidé il y a quelques mois, et qui va être effectif en juin, pour les pharmaciens, de pouvoir prescrire des antibiotiques pour les cystites, les infections. Donc je pourrais aller chez le kiné. Et pour les kinés, effectivement, pour une cheville sur laquelle on a mal, etc. On va expérimenter dans 13 départements l'accès direct, de manière à voir si ça donne satisfaction, et si c'est une mesure qu'avec la profession on est d'accord pour étendre. À partir de quand ? L'expérimentation va se faire sans doute à partir de l'été. À partir de l'été. Bien. Les négociations conventionnelles sont rompues pour l'instant, entre les médecins et l'assurance maladie. Les médecins demandent une revalorisation de l'acte. Il faut cette revalorisation. Moi, je suis favorable. 30 €? Je suis favorable à ce que les discussions aillent au bout. J'ai vu hier le principal syndicat de médecins généralistes, MG France. J'ai vu les médecins, les spécialistes libéraux il y a quelques jours. Bon, je pense que les discussions, c'est jamais facile, parce qu'on discute d'enveloppes importantes et d'enjeux économiques qui sont importants. On discute aussi des engagements respectifs que les médecins vont vouloir prendre aussi en compte, s'agissant de l'accès aux soins, s'agissant de leur participation à la permanence des soins. Donc c'est des sujets lourds, qu'il y ait des petits moments de tension, on peut le comprendre. Je crois qu'il y a de la bonne volonté de
tous les côtés, aussi bien du côté de la direction de l'assurance maladie et du gouvernement que du côté des syndicats de médecins qui raisonnablement veulent trouver une solution, parce qu'on sait tous que les Français nous regardent et que l'enjeu c'est quoi derrière tout ça? C'est vraiment faciliter l'accès aux soins pour les Français. 30 € la consultation, oui, ça vous paraît... c'est une proposition qui a été effectivement faite par l'assurance maladie avec le soutien du gouvernement, mais qui n'est pas un chèque en blanc. C'est vraiment l'idée qu'il y ait des engagements, comme dans toute discussion, des engagements respectifs et qui font qu'effectivement sur le suivi, un meilleur suivi, par exemple, de ces centaines de milliers de Français qui sont en affection longue durée, qui ont des pathologies longue durée et qui n'ont pas de médecin traitant, on puisse avoir des engagements d'une meilleure prise en charge de ces Français-là sur la permanence des soins, c'est-à-dire là où le soir, le week-end, on a plus de mal à trouver un médecin. On est aussi des engagements de la profession, donc c'est vraiment une discussion entre personnes responsables. Justement, des contreparties contre l'augmentation du tarif de la consultation, contrepartie peut-être des gardes. J'ai bien écouté le discours de politique générale du Premier ministre qui a évoqué l'obligation de garde pour les médecins. Supprimer cette obligation de garde en 2002. Oui, alors l'obligation de garde, elle a été supprimée il y a une vingtaine d'années. Oui, et en 2002. On voit que dans beaucoup de territoires, ça pose des problèmes. Exactement. Est-ce qu'elle sera rétablie dans certains territoires ? En fait, on va travailler territoire par territoire, bassin de vie par bassin de vie pour trouver. Elle sera rétablie, l'obligation de garde. Elle pourra l'être si effectivement dans les territoires, les acteurs de ces territoires, les acteurs du soin, je veux dire, de santé, qu'ils soient hospitaliers, libéraux, etc., ensemble ne trouvent pas des solutions. Et in fine, l'État prendra ses responsabilités et pourra imposer des organisations qui, à partir du moment où il constaterait imposer l'obligation de garde le soir et le week-end. Il pourrait, et je le dis au conditionnel, si vraiment dans les territoires les acteurs eux-mêmes ne proposent pas des solutions pour améliorer les situations, à ce moment-là, l'État, et c'est bien normal, peut imposer des solutions pour permettre effectivement d'assurer cette permanence des soins. Mais c'est l'ultime recours. Le pari, c'est d'abord de faire le pari du travail collectif, de l'engagement collectif et des solutions adaptées à chaque territoire. Oui, Frédéric Valletoux. Mais c'est important, parce que je veux pas donner l'impression qu'on va imposer à tout le monde partout en France. C'est ça. Non, on fait confiance aux professionnels dans les territoires. Dans certaines conditions, on imposera la garde. Et tout simplement, si jamais il y a une carence, on peut aller jusque-là. L'État doit prendre ses responsabilités. Et même chose pour les infirmiers, les sages-femmes ou les dentistes ? Ça sera, en tout cas, il y aura des gardes effectivement pour les dentistes, il y aura des gardes pour infirmières aussi. Bien sûr, c'est des gardes pour tous les professionnels, en tout cas tous les principaux professionnels de santé. Ouais, ça c'est très très important parce que c'est la première fois, les gardes pour les dentistes, les sages-femmes, les infirmiers. C'est nécessaire, c'est nécessaire parce que il faut effectivement qu'on puisse collectivement répondre aux besoins des Français et pouvoir trouver un médecin le soir, le week-end, les jours fériés. Ça fait partie aussi de l'offre qu'on doit aux Français. Alors je vais me faire le porte-parole des infirmiers, infirmières, des libéraux, bien sûr, qui sont en colère, qui sont vraiment en colère, qui demandent une revalorisation des actes infirmiers. Aujourd'hui, c'est 3,15 €. Ils demandent 75 centimes d'euros d'augmentation pour passer à 4 €. Est-ce que vous allez accorder cette hausse ? Je vais proposer, et j'ai proposé déjà, parce que j'ai rencontré les 3 organisations syndicales des infirmiers libéraux, j'ai rencontré aussi des membres d'un collectif qui a émergé ces derniers mois, et qui effectivement portent tous un certain nombre d'attentes, de reconnaissance de la profession. J'ai proposé un travail global dont le sujet financier est un aspect, mais pas l'unique aspect. On a un sujet de reconnaissance de professionnels qui sont essentiels au bon fonctionnement du système de santé, aux côtés des médecins, sur des fonctions qui peuvent être aussi revalorisées, c'est-à-dire revalorisées sur le plan économique, et ça sans doute que d'ici la fin de l'année, on ouvrira des discussions sur ce sujet-là, mais avant d'ouvrir les discussions sur les sujets économiques, je veux aussi qu'on travaille sur la reconnaissance du rôle et de leur place dans le système de santé, parce que la reconnaissance c'est bien, mais la reconnaissance c'est aussi l'acte qui augmente. On a la loi a créé par exemple l'infirmier référent, de manière à côté du médecin traitant, dorénavant, les Français pourront avoir un infirmier référent qui sera identifié et qui sera vraiment, partie prenante de la prise en charge des Français. Mais ça, c'est une reconnaissance derrière laquelle on doit effectivement mettre des responsabilités, jusqu'où on peut augmenter, améliorer, accroître les responsabilités que porte un infirmier. Je comprends. Vous allez accroître les responsabilités.
Mais oui, pour l'instant, vous ne touchez pas au montant de l'acte. Alors, l'acte, il a déjà été... oui. Les infirmières le savent d'ailleurs. Hein. Si les actes n'ont pas été augmentés, on a créé des tarifs qui permettent aussi d'améliorer la situation ces dernières années des infirmières. On n'est pas resté... Il n'y a pas eu d'accompagnement financier ces dernières années. Maintenant, effectivement, il y a le souhait d'ouvrir des discussions avec l'assurance maladie. Vous allez ouvrir et je leur ai dit qu'à l'automne, on ouvrira des discussions. À l'automne. À l'automne, on va déjà essayer de stabiliser la situation avec les médecins. Ça, c'est en cours, on en parlait. Et puis ensuite, à l'automne, avec les infirmiers, on ouvrira ce chantier-là. Vous ouvrirez ce chantier-là. Bien, la fonction publique hospitalière est-elle touchée par ce qu'a annoncé le ministre de la fonction publique, c'est-à-dire la possibilité de ne pas avoir un emploi à vie. La réflexion qui est portée par le gouvernement aujourd'hui, elle concerne les trois versants, comme on dit, de la fonction publique, l'État, les collectivités locales et bien sûr la fonction publique hospitalière. C'est l'idée aussi de mieux manager les carrières et de pouvoir, redonner aussi de la souplesse. Une aide-soignante, un brancardier n'auront plus un emploi à vie. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que ceux qui font leur travail et ils sont l'immense majorité sont pas concernés. Le sujet, c'est de donner un peu de souplesse dans le management des organisations publiques, de manière effectivement à mieux reconnaître l'engagement aussi des professionnels à travers. Et c'est pas simplement la question de l'emploi à vie, c'est à travers aussi des primes individuelles, à travers des primes au mérite, qui à partir du moment où des objectifs. Il y aura des primes au mérite à l'hôpital. Oui. À tous les échelons et dans toutes effectivement les pans de la fonction publique. Bien, ce sera peut-être difficile de recruter des personnels soignants avec je pense que la mise en cause de la garantie d'emploi. Je pense que ça. Mais il s'agit pas non plus de fragiliser le statut. C'est absolument pas ça. C'est donner des éléments de souplesse dans la gestion du statut et ça rendra sans doute les carrières aussi plus attractives parce qu'on veut faciliter les mobilités entre les fonctions publiques et au sein des fonctions publiques, pas toujours être au même emploi toute sa vie et au même sur le même chemin de l'emploi. Des économies. Le gouvernement doit trouver des économies. Frédéric Valletoux, est-ce que le délai de carence sera allongé ? Pour l'instant, ça fait partie des sujets qui sont explorés, mais je ne peux pas vous dire ce qui sera finalement arbitré. En tous les cas, la santé participera, et c'est bien normal, à l'effort pour contenir les finances publiques. Restreindre la liste des ALD ? Non, on ne touchera pas aux ALD, en tout cas moi je ne le souhaite pas. En tout cas, parmi les ALD, je ne souhaite pas qu'on touche à ce qui participe aux soins et à la prise en charge. Maintenant, il y a peut-être des sujets qu'on peut regarder sur les transports, sur un certain nombre d'à côté, on va dire. Les dispositifs médicaux, par exemple, les appareils apnée du sommeil, les implants. Mais c'est normal qu'on fasse en permanence, qu'on réfléchisse en permanence à comment mieux dépenser. Il ne s'agit pas forcément de moins dépenser, il s'agit de mieux dépenser. C'est-à-dire que ce qu'on peut économiser, on peut aussi l'investir pour mieux financer les salaires ou l'équipement à l'hôpital. Donc il s'agit de mieux dépenser dans un système où le progrès médical ne s'arrête jamais et parfois on voit que les mêmes types d'actes évidemment ne coûtent pas le même prix à la société et qu'à partir de là, il faut en permanence s'ajuster. Et donc c'est logique qu'un système comme le système de santé réfléchisse à la manière dont il peut optimiser et rationaliser ses dépenses. Donc le système de santé va participer aux économies. Oui, mais c'est normal, je le redis. Les cures thermales ? On consacre 255 milliards d'euros à notre système de santé sur cette masse-là. Évidemment, il faut voir comment on peut valoriser. Économiser combien ? Je sais pas, l'objectif, il n'y a pas d'objectif financier. Mais en tous les cas, on peut aller vers ce qu'on appelle les dépenses utiles, vers effectivement... Les cures thermales ? Les cures thermales, il s'agit pas d'y toucher, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir aucun tabou et réfléchir à tous les sujets. Augmenter les taxes sur l'alcool ? Écoutez, l'objectif c'est pas d'augmenter. Vous êtes ministre de la prévention. Oui, mais il s'agit pas forcément. La prévention, c'est pas forcément d'augmenter les taxes à l'infini, ni sur l'alcool, ni sur le tabac. Même si sur le tabac, le prix du tabac va continuer à augmenter. Vous le savez. Oui. Mais on sait bien que on peut pas régler. Le prix du tabac augmente, mais vous ne faites rien sur l'alcool. Pour l'instant, les taxes sur l'alcool, on fait sur l'alcool, on fait des campagnes de prévention. Un peu de prévention, avec une campagne qui a été très discutée. Les campagnes, elles sont là, et on agit sur l'alcool. Maintenant, on sait que les taxes comportementales, comme on dit, sont pas toujours celles qui sont les plus efficaces. C'est une batterie de mesures qui doivent être prises, dont effectivement ne pas baisser les bras sur... 41 000 morts. Oui, bien sûr.
Mais pour le tabac, c'est encore plus. Donc, si vous voulez, mais on va continuer effectivement à lutter contre ces fléaux, l'alcoolisme, le tabagisme, qui sont effectivement en matière de santé publique des vrais fléaux. La crise de l'hôpital public, pas de grève dans les hôpitaux pendant les Jeux Olympiques ? La CGT a déposé préavis de grève, vous savez, un peu partout. Je le souhaite pas, et pour l'instant, je suis assez confiant. Je pense que l'hôpital a beaucoup travaillé pour se mettre en ordre de bataille, pour accompagner les Jeux Olympiques et être au rendez-vous. Et je le dis de manière très claire, l'hôpital sera au rendez-vous, c'est-à-dire qu'effectivement, si jamais on a besoin de lui et de recourir aux structures hospitalières, et il y en aura toujours vu les millions de personnes qui vont venir, eh bien, elles trouveront des hôpitaux qui seront tout à fait aptes à les prendre en charge, comme c'est l'engagement des hospitaliers. Bien, Frédéric Valletoux, un député LR veut encadrer les reconversions vers la médecine esthétique. Vous avez vu ça ? Olivier Véran, neurologue, qui devient médecin esthétique, le symbole est-il terrible ? Franchement, les besoins des Français sont pas tous tournés vers la médecine esthétique. Et bon, après, c'est des choix personnels. Il faut voir ça avec Olivier Véran. En termes de symbole, c'est évident que ça n'est pas l'exemple qu'on voudrait voir suivre par trop de médecins. On a besoin de médecins dans toutes les fonctions. Maintenant, Olivier Véran, c'est d'abord un député, c'est d'abord un homme politique, c'est un homme engagé. C'est pas un exemple à suivre. Non, mais sa volonté de revenir vers la médecine quelques heures par semaine, bon, la pousser à regarder du côté de la médecine je vous esthétique. dis ça parce que quand vous prenez un rendez-vous chez le dermato, si vous prenez un rendez-vous pour un... C'est déjà bien qu'un député... Si vous dites au dermato, je veux du Botox, vous allez avoir tout de suite rendez-vous. Une séance de Botox égale 11 consultations de patients. Oui, mais c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, si vous voulez, on est dans un système totalement déconventionné. Et après, les gens font leur choix d'investissement comme ils veulent, ou de dépenses plutôt comme ils veulent. Voilà, donc on va pas épiloguer là-dessus. Je pense que c'est de toute façon qu'un médecin alors qu'il est député, garde quelques heures à prendre en charge les Français, quelle que soit la spécialité ou le mode d'exercice, c'est déjà positif. Bien, les violences physiques à l'hôpital, vous avez vu ça, ce brancardier tabassé aux urgences à Challans, en Vendée. Que faire ? Un agent de sécurité dans chaque hôpital ? Comment faire ? Alors, on a renforcé déjà la sécurité pas que dans les urgences, dans les hôpitaux en général. C'est un plan qui avait été présenté à la fin de l'année dernière par le gouvernement. Et d'ailleurs, dans l'affaire de Challans, on est sur une pure affaire de délinquance, que c'est pas un moment où il y avait des tensions, notamment une attente plus longue aux urgences de Challans. C'est quelqu'un qui s'en est pris à la première personne qui passait et lui a asséné un coup qui a été un coup massif. Où en est-il d'ailleurs ? Il va mieux. Il a un long chemin pour revenir complètement en forme, mais il va mieux. Son état, son pronostic vital, comme on dit, n'est plus engagé. Il est toujours à l'hôpital, mais on est sur un acte de délinquance isolé. Mais je veux quand même souligner que l'agresseur a été retrouvé grâce au système, j'allais dire, de télésurveillance, ou de vidéosurveillance, pardon, qui effectivement protégeait l'hôpital. Et c'est ce réseau de télésurveillance, de vidéosurveillance, qui s'est beaucoup développé dans les hôpitaux, qui permet aujourd'hui, entre autres, pas seulement, mais de participer à la protection des agents hospitaliers. Frédéric Valletoux, MeToo à l'ôpital. Vous avez lu l'article de Paris Match ? Je l'ai pas lu encore. J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas lu. Il date d'hier. Plusieurs accusations, plusieurs noms. Dont celui de Patrick Pelloux, mais bon, il n'y a pas de plainte déposée, donc pour l'instant... Il y a 1 million de personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Les hôpitaux accueillent des millions de Français chaque année, 21 millions de passages aux urgences. Donc, si vous voulez, dans des organisations on est aussi touché par des phénomènes plus larges qui touchent tous les secteurs de la société. Le Conseil de l'ordre des médecins vous demande d'interdire l'entrée des fonds d'investissement au capital des cabinets médicaux. Vous avez vu cela ? C'est un vrai sujet, la financiarisation de notre système de santé. C'est un vrai sujet de préoccupation, parce qu'effectivement, on voit que des pans entiers de notre système de santé sont aujourd'hui... Et c'est un sujet qui coûte cher à la sécurité sociale. C'est un sujet qui coûte cher. En tous les cas, c'est un sujet qu'on veut regarder. C'est une façon de financiariser la santé. Bien sûr. Et donc de faire du profit à tout prix.
Et derrière, il faut juste veiller, mais ça c'est l'objet effectivement des interrogations portées par les ordres. Et ce que vous dites de l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens se pose les mêmes questions. Dans un autre champ, mais on est toujours dans la santé, même si c'est la santé animale, l'ordre des vétérinaires s'est beaucoup posé certaines questions sur ce sujet. C'est de voir comment effectivement l'éthique professionnelle n'est pas impactée par la nature de celui qui devient votre actionnaire, votre propriétaire et finalement votre Faut-il interdire donc il faut regarder de près comment on peut Vous allez le encadrer. faire ? Oui, bien sûr. Il y a une mission sénatoriale qui s'est lancée d'elle-même, initiée par la gauche mais soutenue par la majorité sénatoriale au sein de la commission des affaires sociales du Sénat, qui a démarré ses travaux sur la financiarisation. Et avec Bercy, nous allons lancer une mission IGAS, l'inspection générale des affaires sociales et l'inspection générale des finances, pour parallèlement à cette mission sénatoriale, réfléchir aussi, voir comment on peut essayer d'encadrer et d'éviter les excès pas de ce que serait. mais On peut pas interdire, mais en tout cas encadrer et veiller à ce qu'effectivement il y ait ça n'impacte pas les pratiques professionnelles et donc l'éthique professionnelle des soignants. Frédéric Valletoux, vous avez été interpellé par les victimes du Mediator, vous avez vu cela? Oui, j'ai vu. Des victimes qui vous reprochent d'être intervenus lors d'une conférence sponsorisée par le laboratoire Servier, c'était le 28 mars dernier. Pourquoi avoir accepté? Est-ce une insulte aux victimes du Mediator? Absolument pas, et je pense que les victimes du Mediator savent très bien que ça n'est pas du tout une insulte. J'ai été invité par un quotidien qui organisait une conférence, le quotidien L'Opinion, qui organisait une conférence sur la santé. Il se trouve que au moment où je parlais, mais je voyais pas parce que c'était dans mon dos, il y avait un logo des partenaires qui s'affichait et dont le laboratoire Servier. Pour autant, le laboratoire Servier n'est pas interdit dans son activité économique. Et moi, j'ai d'abord répondu à l'invitation d'un média pour venir parler santé, exposer mes idées, sans qu'elles soient d'ailleurs. Et vous saviez que Servier était sponsor on n'a pas parlé du médicament. Peut-être j'aurais dû être plus attentif à regarder la liste des sponsors, mais c'était pas le seul sponsor et j'étais pas le seul à avoir accepté. Les invitations avaient été lancées à différents professionnels. Il y avait des médecins, il y avait des experts. Et il y avait un représentant de Servier sur le plateau. Alors moi, non, quand j'ai discuté uniquement avec le directeur de la rédaction qui m'a interrogé. Je suis resté une demi-heure, c'est ce qui était prévu. J'ai répondu à ses questions sur la santé en général, et après je suis reparti. Bien, Frédéric Valletoux, j'ai une dernière colère. Oui. Celle de l'hospitalisation privée. Oui. Qui est en colère et qui menace de se mettre en grève. Pourquoi? Parce que les tarifs hospitaliers dans le privé n'augmentent que de 0,3% contre 4,3% dans le public. Oui, alors moi, je veux bien rentrer dans une explication un peu technique de comment sont décidés ces tarifs. Mais que répondez-vous à l'hospitalisation privée? Moi, je réponds qu'ils savent très bien. Je les ai reçus cette semaine et ils ont très bien entendu le message et ils le savent. Que derrière l'affichage de ce genre de choses, il y a pas comment dire, on n'a pas stigmatisé l'hospitalisation privée. On a appliqué les mêmes critères s'agissant de répartir les 105 milliards que le Parlement a voté, ce qu'on appelle l'ONDAM des établissements, c'est-à-dire les dépenses de santé qui vont aux établissements publics, privés, privés à but non lucratif, les centres de lutte contre le cancer, bref, tous les établissements de santé sont financés par ces 105 milliards. Comment on répartit les 105 milliards? On applique les critères qui sont les mêmes. Il se trouve que, le type d'activité exercée par le privé impacte moins leurs tarifs, parce que les tarifs, c'est la variable entre le volume, c'est-à-dire la réalité de l'activité qu'on fait, et on ajuste par le tarif de manière à rester dans cette enveloppe fermée des 105 milliards. Pardon d'être un peu technique, mais si vous voulez, ils savent très bien que c'est pas du tout un affichage. Et puis, il faut pas oublier que dans cette enveloppe-là, l'État employeur doit financer les heures supplémentaires qu'on a financées, les heures de nuit, les heures de garde, les heures de week-end faites par les hospitaliers. On a revalorisé ces heures-là en septembre dernier. Ça a un impact d'1 milliard sur l'année 2024. Et donc, on finance aussi par les tarifs. Et donc, ça donne cette hausse pour le public un peu plus forte. Donc, on finance par le tarif. Leur plainte est malvenue. Oui, elle est malvenue. Je leur ai juste rappelé que pendant les années de François Hollande, ils ont eu 5 années de tarifs négatifs successifs et qu'ils n'ont pas fait un jour de grève, que là, le tarif augmente moins vite qu'ils le souhaitaient, que l'année dernière, les tarifs du privé ont augmenté pas loin de 3-4%. Voilà, donc c'est pas des tarifs négatifs, ça aurait pu, c'est pas le cas. Donc ça fait 6 ans que les tarifs sont positifs, ils sont pas à plaindre. Bien, merci beaucoup Frédéric Valletoux, merci d'être venu nous voir, ministre de la Santé. Vous réagissez à ce que vous venez d'entendre, 0826 300 300, juste après les informations. À tout de suite.